Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Avril 1994, avril 2024, 30 ans. Il y a 30 ans, la folie meurtrière s'est emparée d'un pays, d'un peuple qui a basculé dans l'horreur. 800 000 morts en seulement 6 semaines. Nous sommes au Rwanda. Les victimes de ce drame sont essentiellement de l'ethnie minoritaire, les Tutsis. La communauté internationale n'a pas pu empêcher ce drame. Le diplomate ghanéen Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, dira les yeux presque larmoyants que ce fut le plus cuisant échec de sa carrière. Mais le mal était déjà fait. En commémorant ce 7 avril, du moins en lançant ce 7 avril, la commémoration des 30 ans du génocide rwandais, le président Paul Kagame n'a pas manqué de rappeler la responsabilité et de fustiger le silence coupable de la communauté internationale. Mais qu'avons-nous appris de ce drame? Comment se porte le Rwanda aujourd'hui? Les démons du passé sont-ils définitivement enterrés? 3 invités avec moi pour en parler. Madame Lénie Mouyakazi, vous êtes une rescapée du génocide perpétré dans votre pays, le Rwanda, il y a 30 ans. Génocide au cours duquel vous avez perdu plusieurs membres de votre famille, dont 3 de vos filles. C'est horrible ce que vous avez vécu. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Toubéo Family, une association des rescapés du génocide vivant en France. Et vous êtes co-auteur de ce livre, Rwanda 1994, Paroles de rescapés, publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gratien Okendikiza, vous êtes un ancien officier de l'armée burundaise. Tutsi burundais, êtes-vous? D'une certaine manière, vous êtes un peu concerné par ce qui est arrivé à vos frères Tutsi de l'autre côté de la frontière. Grand soutien, êtes-vous, du président rwandais Paul Kagame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également auteur du livre Trahison au Burundi. Et merci d'avoir accepté notre Merci Richard. Merci. Juste une petite parenthèse, je ne me revendique pas vraiment en tant que Tutsi. C'est oui, je sais, mais la précision valait la peine. Patrick Mbeko, vous êtes, écrivain spécialiste des Grands Lacs. Alors, quel regard portez-vous sur la commémoration des 30 ans lancée le 7 avril au Rwanda? On en parle au cours de cette émission. Vous êtes également écrivain et auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous. Madame Mouyakazi, lorsque ce 7 avril, le président Paul Kagame allume la flamme du souvenir du mémorial de Gisozi à Kigali et lance ainsi la commémoration pour plusieurs mois des 30 ans du génocide rwandais. Quel sens cela avait-il pour vous, vous qui êtes une rescapée de ce drame? Je corrige d'abord parce que le génocide a une appellation. Ça s'appelle génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas le génocide des Rwandais. J'ai dit génocide des Tutsis, bien sûr. Oui. C'est ce que j'ai dit, oui. Et ce qui m'a fait la journée du 7, c'est il y a 30 ans que j'ai vécu ça. Il y a 30 ans que j'ai vécu l'horreur. Et j'ai trouvé important à commémorer, à se souvenir des nôtres, pour leur donner leur place, même s'ils ne sont plus. De se souvenir de la période horrible qu'on a passée
et de toujours parler des nôtres, parce qu'ils ont vécu avec nous et c'était des personnes vivantes qui ont été atrocement massacrées. Vous considérez que les victimes sont toujours avec vous, sont toujours présentes et vivent toujours avec vous? En commémorant, on leur donne vie encore. Bon, on ne les voit pas physiquement, mais ils ne doivent pas être oubliés. Même ceux qui n'ont pas été massacrés de telle manière, on se souvient d'eux. Patrick Mbeko, c'est très important. Madame a tenu à faire une précision. C'est vrai que moi, j'ai dit génocide des Tutsis. Madame Mouangazi a tenu à préciser qu'il faut dire génocide des Rwandais. Alors c'est vrai que le débat existe, cette querelle des mots existe entre certains qui préfèrent qu'on dise génocide des Rwandais en faisant allusion, bien entendu, en pensant, bien entendu, à quelques victimes qui ne sont pas forcément Tutsis, mais au regard de l'ampleur en termes numériques de ce génocide, est-ce que cette querelle vaut vraiment la peine, selon vous? Personnellement, je crois que d'abord, c'est une terrible tragédie qui a frappé non seulement le continent, non seulement les Rwandais, mais l'Afrique et l'humanité. C'est la raison pour laquelle on a dit que l'humanité a failli au Rwanda. C'est ça. Maintenant, s'agissant du débat, je dois quand même rappeler que jusqu'en 2017, l'ONU parlait du génocide rwandais parce qu'on partait du principe qu'il y avait eu des victimes Tutsis qui avaient été ciblées comme telles, mais il y a aussi des victimes Hutus qui ont été ciblées comme telles. Et c'est la raison pour laquelle les premières résolutions des Nations Unies parlaient du génocide rwandais. Et d'ailleurs, on parlait des massacres des Tutsis et des Hutus dits modérés. Oui. Et donc ça, c'est le mot. Et il y a eu, de mon point de vue, une politisation de l'enjeu qui a fait qu'en 2017, l'ONU a dû, sans vote, il faut rappeler, il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien eu, à la demande du président Kagame, en tout cas du Rwandais, des pressions qui ont été exercées sur les Nations Unies pour qu'il y ait une forme de réqualification de la dénomination génocide rwandais pour génocide des Tutsis. Mais pendant ce débat-là, il y a eu deux interventions très importantes qu'il faut relever, qui sont celles de la représentation américaine à l'ONU et de la représentation britannique. Et lorsqu'on a parlé de génocide, lorsque le Rwanda avait demandé qu'on parle essentiellement de génocide des Tutsis, les Américains, les Britanniques ont fait savoir qu'il y avait aussi des Hutus, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, lors des commémorations des 30 ans, justement, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rappelé cela pour dire qu'il ne faut pas sanctuariser ce drame pour en faire un drame ethnique. Oui, en fait, les gens ont été ciblés pour ça en partie, mais c'est d'abord une tragédie nationale qui a touché tout le peuple rwandais. Et d'ailleurs, je veux conclure là, il y a même un groupe auquel on ne parle pas beaucoup, auquel on ne pense pas souvent, ce sont les Touaregs qui ont aussi été massacrés et que l'ONU reconnaît dans l'un de ses rapports à l'époque. Mais aujourd'hui, on parle essentiellement, et si vous regardez aujourd'hui toutes les dépêches de presse depuis quelques jours, on parle de génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec l'expression Hutus modéré, mais on pourra y revenir. Mais c'est un drame de mon point de vue qui a touché autant les Tutsis, les Hutus que les Touaregs. Gratien Okendikiza, pour que ceux qui sont étrangers au drame dont nous parlons ici comprennent rapidement comment tout ça est né. Vous êtes un officier de l'armée burundaise, je l'ai rappelé. Nous sommes le 6 avril 1994. Le président rwandais Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira sont à bord d'un avion, un Falcon 50, qui devait atterrir à Kigali. Un missile est lancé, l'atteint de plein fouet. Les deux décèdent avec les membres de l'équipage. Le 7 avril, c'est-à-dire le lendemain, le Rwanda bascule dans l'horreur. Des informations que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? Qui a tué Juvenal Habyarimana?
Bon, tout d'abord, je vais rectifier une chose. Bon, juste, on parle le génocide. Quand on dit génocide rwandais, Tutsi et Hutu modérés, d'abord, excluons. S'il n'y avait pas de génocide, s'il n'y avait pas les Tutsis tués, s'ils avaient tué que les Hutus modérés, on ne parlerait pas de On est génocide. totalement d'accord. De ce point de vue. Oui, cela veut dire que finalement, le génocide concerne, quand on parle de génocide, c'est-à-dire qu'on tue tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes. Ça s'est passé contre les Tutsis. Sur les barrières, on tuait tous les Tutsis. Donc, ça veut dire que le génocide concerne les Tutsis. Comme par exemple, on peut dire que personne n'oserait dire qu'il y a eu un génocide allemand ou français parce qu'ils ont tué les Juifs. On dit toujours que c'est un génocide contre les Juifs parce qu'on a tué les Juifs, mais il y a... Non, en Allemagne, c'est différent. C'est Oui, l'État. oui. C'est l'État. C'est l'État, Oui, c'est l'État justement, mais ouais. même au Rwanda, c'était préparé. Ouais. Alors, revenons à la question que vous posez. Oui, c'est comme ça que le drame a commencé et qui justifie aujourd'hui qu'on fasse cette émission. Alors, je vais vous dire, moi, oui. de qualité d'ancien officier, je reste toujours officier. J'étais au Rwanda plusieurs fois. Oui. J'ai même fait, j'ai écouté la thèse du juge Bruguère, d'ailleurs, qui est complètement écarté par un autre juge. J'étais au Rwanda, j'étais sur la colline Masaka. On dit, à cet endroit-là, ça a été tiré. J'étais voir l'avion où l'avion a été écrasé. Oui. Et j'ai constaté que c'était impossible de tirer sur un avion à ce moment-là et que l'avion continue son chemin jusqu'à côté juste du lieu de résidence du président. Il n'y a pas eu de missile tiré? Non, je vous explique. Okay. Je parle d'endroit. D'accord. Donc, ils disent que c'est les gens du FPR certains disent, mais la thèse est déjà balayée parce qu'Abdul, qui disait que le témoin, le fameux témoin du juge Bruguère, qui était au FPR, il n'a jamais été au CND, il n'a jamais été à Kigali. Ce n'était même pas un militaire. C'était un infirmier. Lui-même qui reconnaît qu'il a été induit en erreur. Mais Dieu, son âme, il est mort. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les missiles, il y a 2 missiles qui ont été tirés, un qui l'a raté. Les missiles ont été tirés du Kankanombe, à côté, juste pas loin, où résidait le colonel de Quintin, un colonel français qui formait l'armée française. Et en ce moment-là, c'est un autre missile qui a été tiré. Et du coup, quand l'avion est tombé, finalement, ils ont interdit même les gens de la mine noire pour venir chercher. Par contre, si on revient en arrière, le colonel Bagosora, qui était le directeur de cabinet au ministère de la Défense, oui. Il avait dit 2 jours avant que si Abiyarimana se rend à Dar es Salaam pour signer les accords, que son avion va être abattu. Le Hassan Ngeze, qui avait la radio RTL1, il avait témoigné, il avait dit aux gens que si jamais il signe ces accords, que ça sera sa mort. Et les gens qui ont commis le génocide, qui ont commencé à tuer les Tutsis en premier, oui. Contrairement à ce que les gens disent, ce ne sont pas les miliciens, ce sont les militaires du Kankanombe, des paracommandos, qui sont sortis en premier pour commencer à tuer donc, les Tutsis. Tout ce que vous nous racontez, Gatien, Odikinkiza, qui est finalement tué le président Juvenal Abiyarimana? Celui qui a tué, bien sûr, c'est dans le camp du président eux-mêmes qui ont tué le président parce que le président... Pensez-vous? Oui, bien sûr, je suis convaincu. Il y a même des preuves. C'est un Hutu qui a tué un autre président Hutu? Oui. Oui, parce qu'il ne voulait pas... Pour faire porter la responsabilité aux Tutsis? Non, parce qu'il ne voulait pas que les accords soient mis en application. Ah, ça n'avait rien à voir avec les Tutsis? Mais non, au départ, il ne voulait pas. Il y avait 2 choses. C'est pour ça d'ailleurs que le général Sabimana a été obligé de partir avec le président, parce que le colonel Bagosora voulait qu'il parte avec le président pour qu'il meure dans l'avion. Et d'ailleurs, même pour revenir de Dar es Salaam, il ne voulait pas embarquer. C'est le président qui l'a presque forcé. Et de Sok, il voulait que celui-là, ce général Sabimana, il ne voulait pas un génocide. Mais Bagosora voulait en même temps tuer le président et commettre un génocide. Et de ce fait, celui qui s'opposait, il a été envoyé sans le savoir. Bon, il le savait, mais il a su après. Alors, avant que je ne vienne à vous très rapidement, puisque vous êtes dans une posture où nous sommes obligés de bien respecter votre douleur, puisque de la douleur, vous en avez, madame. Très rapidement, c'est cynique. Vous avez posé une question qui est très simple. Et, de considérer que les Hutus
pour tuer leur propre frère ou tout pour faire porter la responsabilité, le chapeau au Tutsi. C'est une thèse qui est véhiculée dans les milieux du FPR, du président Kagame. Mais vous avez posé une question, il n'a pas répondu à votre question. Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a pas répondu à votre question. Je dois rappeler qu'il y a eu plusieurs enquêtes sur l'attentat du 6 avril. Il y a eu une enquête en Espagne. La justice espagnole, le juge espagnol a statué que l'avion avait été abattu par les hommes de Kagame. Il y a eu une enquête qui avait commencé en Belgique, qui pointait dans le même sens. En France, il y a eu une enquête du juge Bruguière qui avait pointé en direction de Kagame avant qu'il y ait un changement de cap, après que le dossier a été repris par le juge Marc Trévidic. Et moi, je peux vous dire ici, je veux vous dire ici que l'enquête du juge Trévidic a été questionnée par plusieurs magistrats. Et vous allez le savoir bientôt parce que je vais publier un livre là-dessus où je reviens sur cette affaire-là. Mais je veux vous donner aussi... Oui, parce que ce sont des témoignages qui émanent du système français. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le témoignage des gens qui ont travaillé avec le président Kagame, qui étaient ses compagnons d'armes. Je parle ici de feu Patrick Karegeya, qui était le patron des services de renseignement du FPR, mais aussi du colonel Kayumba Nyamwasa, qui était le chef d'état-major de l'armée de Kagame, et qui ont clairement dit que l'avion a été abattu par les éléments de leur propre armée et que l'ordre venait de Kagame. Maintenant, deuxième chose qui est très importante, parce que si on pose la question de l'attentat, il faut comprendre ceci. Pourquoi l'enjeu de l'attentat est important? Oui, c'est important de comprendre ça. Justement parce que, selon les Nations Unies, l'attentat du 6 avril constitue l'élément déclencheur du génocide. Oui. Donc il y a un lien de cause à effet entre les responsables de l'attentat et les crimes qui ont été perpétrés par la suite. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier est devenu très sensible, a été très, très politisé. Mais si on part du principe, comme l'a dit la procureure du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, Madame Carla Del Ponte, qu'est-ce qu'elle a dit? S'il s'avère que c'est le FPR qui a abattu l'avion, l'histoire du génocide devra être réécrite. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous posez la question de savoir qui a abattu l'avion, les gens commencent à dire tout et son contraire. Et je veux finir par dire une chose. La chose la plus étonnante de cette affaire, parce que la justice française a remis en question le postulat du juge Bruguière, mais la justice française a dit qu'il y avait un non-lieu. Donc on ne sait pas. Donc, imaginez pendant 20 ans, la justice française, qui a été très politisée dans cette affaire, pendant 20 ans a enquêté pour nous dire au final qu'on ne sait pas qui a battu l'avion. Et pourquoi Kigali, pourquoi Kagame ne s'offusque pas, puisque si ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion, donc ce sont eux, en fait, qui ont déclenché le génocide, comme il le dit. Mais pourquoi Kagame ne hausse pas le ton? Mais on peut poser à l'inverse. Mais la question... D'abord, le juge Trévidic, le dernier, il a bien statué comme quoi ça a été abattu. L'avion est... Bien sûr. Il a bien dit. Il a bien dit, il a fait des analyses balistiques. Le tir, même ceux qui défendaient le tir de Massacre ont changé d'avis. Avez-vous lu le rapport balistique? Ont changé d'avis. Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai lu. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que dans le rapport balistique, le juge Trévidic ne tranche pas. On est dans les hypothèses. Et toutes les personnes qui défendaient la thèse. Moi, j'ai appris un peu de la balistique. Je suis capitaine de l'armée. Je reste sur le rapport. Est-ce que le rapport dit que ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion? Si. Est-ce que le rapport le dit? Ils disent bien, ça a été tiré du camp. Non. Est-ce que le rapport dit que ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion? Tout d'abord, une chose. Le général Kayumba, qui devait venir témoigner à Paris, finalement, il a dit que il n'a pas d'éléments. Je vais vous apporter une information que vous ne savez pas. Oui. L'avocat du général Kayumba Nyamwasa a demandé à ce que son client soit entendu par la justice française. Et la justice française a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur qui avait été nommé par Sarkozy pour faire sauter le dossier de l'attentat s'appelle monsieur Bernard Kouchner, qui est un ami de Paul Kagame. Quand Bernard Kouchner devient le ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy, il met en place une task force composée de madame Charlotte Montel, de monsieur Contini, qui va devenir ambassadeur de France au Rwanda, et d'un autre diplomate, et de madame Sylvie Pand, qui est une magistrate. Et au moment où l'avocate de Kayumba Nyamwasa demande à la justice française d'entendre son client, la France refuse. Vous savez pourquoi? Parce que Madame Charlotte Montel était à cette époque-là nommée secrétaire
à l'ambassade de France en Afrique du Sud et elle va faire sauter le dossier. Non, monsieur, vous avez tort parce que la justice française n'a pas eu l'autorisation. Le juge n'a pas eu l'autorisation d'aller en Afrique du Sud pour enquêter, pour poser les questions à Kayumba Nyamwasa. Et Kayumba Nyamwasa, au moment où il devait venir, il y avait toutes les autorisations. Il n'est pas venu. Je peux faire une petite révélation? Il n'est pas venu. Je peux vous faire une petite révélation ici, sur le plateau? Monsieur. Moi, si vous permettez... Non, finissez très rapidement. J'ai la fille David, j'ai une copie de la fille David du général Kayumba Nyamwasa sur l'organisation de l'attentat. Et la justice française n'a jamais voulu l'entendre. Je peux le présenter. Et pourquoi? Attendez, c'est pas question de dire... Parce que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à se rapprocher du Rwanda et du président Kagame. Et l'objectif était de faire sauter le dossier de l'attentat qui avait été monté par le juge. Alors très rapidement, avant que madame ne prenne la parole. Alors, en criminologie ou dans une enquête pénale, on pose la question à qui profite le crime. Pourquoi les Tutsis quel intérêt auraient-ils eu à abattre l'avion du président Parce que Kagame voulait s'emparer du pouvoir par la force. Si en cas d'élection, Kagame n'allait pas le gagner parce que le Rwanda, on s'est été fracturé ethniquement. Donc la mathématique ethnique allait plaider en faveur des Hutus qui sont majoritaires. Et donc le président... là, vous supposez des élections. C'est une hypothèse. Mais c'est l'hypothèse, mais en même temps, il faut savoir, il ne faut pas dire que c'est... Absolument. Mais on reviendra sur Kagame, je vous dis, même les gens qui sont au CND, les militaires qui étaient au Parlement, le soir, il y avait les gens de Minoir qui étaient là. Ils n'ont pas bougé. Ils ont bougé le lendemain après-midi. Même les militaires de Kagame qui étaient à Moulindi n'ont pas bougé sur le champ. Donc, les tirs, tout le monde, même jusqu'aujourd'hui, les tirs sont partis du camp Canon. Vous avez cité la Minoire. Voici ce que Amadou Démé, qui est l'officier de renseignement de la Minoire, dit. Il dit ceci. Interdit à la Minoire déjà d'aller chercher la boîte noire. Non. Pourquoi les Français le premier officier qui arrive devant les débris de l'avion, c'est le capitaine Amadou Démé, qui était le responsable du renseignement au sein de la Minoire. Et il a dit ceci. Non, c'est pas lui qui est arrivé. Non. C'est en Français qui est arrivé. Mais alors, on ne saura jamais. De toute façon, avançons. Alors, madame, comment vous situez-vous par rapport... le plus important dans ce débat, ce n'est pas véritablement... Non, moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Voilà, parce que moi, je suis dans les 100 jours de mémoire des miens. Absolument. Et là, ça devient... Oui. Qui a bâti l'avion, j'étais au Rwanda, j'avais 33 ans. C'est ça. Je connais la vérité sur ceux qui se préparaient. J'ai vu tout ça. Donc, je ne veux pas entendre des formations. Oui, d'accord. Donc, je préfère ne pas rentrer dans ce débat. Bien sûr. Nous, on va continuer. Oui, donc, moi, je pense que c'était pour rendre hommage. Bien sûr, absolument. Et respecter la mémoire mais c'est ce que nous allons faire. d'1 million de Tutsis presque 1 million de qui ont Tutsis. été massacrés. Absolument. Et c'est ce que nous allons faire. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien sûr. Ouais. Et moi, personnellement, je veux vous dire, moi, je compatis avec tous les Rwandais, qu'ils soient Tutsis ou Tuétois. Et d'ailleurs, le livre que je veux publier, madame, je le dédie à 2 rescapés Tutsis. 2. Ouais. Parce que j'estime que ce qui s'est passé au Rwanda est quelque chose qui fait honte à l'espèce humaine. Les gens ont fait preuve d'une animosité qui ne s'explique pas 30 ans plus tard. Moi, je ne suis pas rwandais, je ne rentre pas dans ce débat, mais je trouve qu'il est important pour le bien-être des Rwandais, mais aussi pour construire un pays prospère, il faut le faire dans la vérité. Vous comprenez? Moi, quand vous dites qu'il y a eu 1 million de Tutsis qui ont été massacrés, excusez-moi, madame, je suis un peu gêné parce qu'au Rwanda, il n'y avait pas 1 million de Tutsis à l'époque. Il y avait 700 000 Tutsis à l'époque. Même 1 million, c'est très peu. Même si c'est 500 000, c'est déjà... Et puis, ce n'est pas une question de nombre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Même si c'est 200 000, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai entendu votre histoire. Ouais. Ça m'a choqué. Vous avez perdu vos enfants. Vous avez perdu les membres de vos familles. Oui. Les membres de vos... Je connais beaucoup de Rwandais qui ont perdu les membres de leur famille. Vous savez Kizito Mihigo, qui est mort, le rescapé Tutsi. Moi, j'ai échangé avec lui. Il avait perdu les membres de sa famille. On entend ces gens... Je propose qu'on marque une coup de pause. On revient dans quelques instants, dans quelques petites minutes pour suivre cet échange. Merci. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine.